Voilà, c'est lancé. Top. Bonjour Alain Manoukian. Dans le cadre du lancement de la chaîne vidéo de croissance et coaching, j'ai le plaisir aujourd'hui d'interviewer notre fondateur, Alain Manoukian. Bonjour Sylvie. J'ai noté que tu es l'auteur de deux ouvrages, Être un manager responsable, publié chez Bréal en 2011, et puis Le leadership de soi, Sapiens en quête de sens. Ça correspondait-il à un besoin de transmission pour toi? Oui, effectivement, le premier ouvrage que j'ai fait en 2010-2011, Être un manager responsable, correspondait à une époque de ma vie où j'ai constaté durant les années 80 à 2000 que je n'étais pas un manager entièrement responsable. Et j'ai eu envie, quasiment 10 ans après, de m'être lancé dans le coaching, de matérialiser sous la forme d'un écrit un parcours d'un manager qui se doit être responsable. Alors, est-ce qu'un manager n'est pas responsable? C'est presque un pléonasme, euh, avec un certain nombre de points de rencontre qui est une forme de méthodologie managériale permettant au manager de prendre ses fonctions, puisque c'est ça, en fait, j'avais eu la chance personnellement d'être accompagné par un coach à l'époque. Et malgré les formations que j'ai pu avoir par-ci par-là, parce qu'on en faisait très peu, on était naturellement bombardé d'ingénieurs à managers, j'ai senti ce besoin de matérialiser effectivement les 7 points de rencontre qui me semblent effectivement indispensables. Ça, c'est le premier ouvrage que j'ai fait avec des exemples de coaching, puisque entre 2000 et 2010, j'ai pas mal accompagné de responsables à prendre ces fonctions à différents niveaux de management. Et le deuxième, le leadership de soi, est arrivé un petit peu plus tard, puisqu'il est arrivé en 2019. Ça, c'est suite aux centaines de coachings que j'ai pu faire pour dire ce qui était important finalement dans la vie, c'est arriver à se connaître soi-même et à comprendre qui on était avant de pouvoir effectivement intervenir sur un système et accompagner des organisations petites, moyennes ou grandes. Voilà. Et le leadership de soi, pour sa pièce à quinte sens, c'est une forme de guide de coaching ou d'auto-coaching permettant à des personnes de prendre leur place, fortement illustré par des exemples, des cas d'usage, des cas de coaching et mon parcours personnel, puisque c'est quelque part, quand on écrit un ouvrage comme ça, qui n'est pas presque autobiographique, mais il est en partie, c'est sur son passé, son histoire qu'on écrit, avec ses convictions et avec le métier qui est le mien. J'ai lu d'ailleurs dans Le leadership de soi, Alain Manoukian, je cite, je me définis comme quelqu'un qui a la tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre et surtout la main sur le cœur. Oui, c'est important. Alors, j'ai une approche très pragmatique des choses, puisque je suis un ancien directeur des opérations et directeur commercial. Donc, j'aime bien le réaliser, je suis bien dans le faire. À la fois avoir des idées, une projection sur son ambition, sur ce qu'on a envie de faire dans la vie, voire la transmission qui me concerne est importante. Et la main sur le cœur que j'avais pas forcément dans les années 80 à 2000, puisque j'étais très orienté sur le faire. Et cet alignement des planètes qui est en fait, que j'appelle presque moi la pêche méba, le mental avec la tête, l'émotion et le cœur avec ce que l'on est, le besoin c'est les tripes, notamment au niveau du ventre, et puis les jambes, l'action, cette différentes couches, ben, c'est effectivement c'est ce qui structure une personne et c'est ce qui permet d'avancer pour moi. Et souvent en Occident versus en Orient, ben, on dissocie le mental de l'émotion, de ses besoins, de l'action. On est plus ou moins désorienté, on est non aligné, on a des problèmes d'hernie discale des fois. Donc lorsqu'il y a un décalage, soit on va voir un psychologue, soit on va voir éventuellement un kiné, soit on va voir un coach. Et c'est ce que moi je souhaitais effectivement mettre en ligne dans mon dernier ouvrage, Le leadership de soi pour sa pièce en quête de sens. Commencer par soi, dans un premier temps, avant de pouvoir effectivement travailler sur le système. J'entends que le coaching s'est imposé à toi en quelque sorte. Naturellement, effectivement, dès les années 2000, puisque l'organisation dans laquelle j'étais n'était plus satisfaisante, j'avais 47 ans et je me suis dit, j'avais envie de créer ma boîte, de transmettre, et tout mon parcours personnel a fait que j'avais envie effectivement de porter un message à cette époque-là qui était tout à fait iconoclaste, puisque
tout en étant patron de 200 personnes dans un environnement relativement politique chez Vivendi, sans le citer, effectivement, je me suis retrouvé seul dans une aventure effectivement extraordinaire qui a commencé en 2000 et qui dure depuis quasiment 23-24 ans. Et ça s'est imposé à moi puisque j'en suis encore dedans et plein dedans, quoi. Tu es le fondateur aujourd'hui du collectif de coach Oser. Qu'est-ce que tu entends par collectif? Alors, pour parler du collectif Osé, simplement revenir sur mon parcours en deux mots, c'est que j'ai eu l'opportunité de développer Croissance et Coaching en 2000. Puis, il y a eu l'histoire, effectivement, Move One, qui est la storytelling avec mes deux fils, qui s'est faite sur un télésiège, puisqu'à trois, on a décidé de lancer cette fabuleuse aventure, puisqu'on a été le leader mondial du coaching à distance dans les années 2014-2015 jusqu'à 2021, avec deux autres acteurs qui sont arrivés quasiment au même moment, voire 2 ans et demi après nous, avec CoachUp notamment, et on a décidé de vendre. Et on a eu l'opportunité et la chance de développer une start-up de 100 personnes qui a porté effectivement la chose et qui nous a permis d'accompagner plus de 12 000 managers dans le monde. Et la continuité du collectif Osé, c'est de dire finalement, c'est un petit peu ma dotted line que je cite dans mes ouvrages, qui est dire, ce n'est pas parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille que je n'ai pas le droit de réussir ma vie. Hein, c'est issu d'un film. C'est-à-dire qu'en gros, à tous les âges, on a l'opportunité et la chance de pouvoir effectivement se développer sans tomber dans la plainte et en travaillant sur à la fois ses valeurs, son mental, et en se mettant dans l'action, en sortant de sa zone de confort. Donc l'idée, c'est de dire finalement que ce soit de 17 à 77 ans, euh, presque comme Tintin, si ce n'est qu'il commençait à 7 ans, mais accompagner tous les stades de la vie professionnelle, puisque quand on est étudiant, on se découvre d'une certaine façon et on a des besoins de comprendre qui on est pour passer ne serait-ce que ses euros. Quand on est effectivement à l'âge adulte, 30, 35, 40, 45 ans, beaucoup de métiers se font jour et on a envie peut-être de changer sa façon de vivre et son métier, de changer de job en transition professionnelle. Et je crois que toi et moi, on en a fait partie. Et à la fois, quand on est dans l'entreprise, comment prendre réellement son poste de manager, voire devenir directeur général d'une structure, voire de lancer sa propre structure en tant que start-upper. Donc, de 17 à 77 ans, c'est ça le collectif aussi. C'est trois marques premium qui sont assises, que ce soit réussir-son-oral.com pour les étudiants, que ce soit monevolutionpro.com pour les parties, pour les adultes et les particuliers, que ce soit croissance coaching pour accompagner tous les segments de vie. Ok. Donc, j'entends les trois marques qui accompagnent les personnes de 7 à 77 ans. Mais qu'est-ce qu'ils ont de spécifique, tous ces coachs premium du collectif? Alors, ce qui est important, ce que j'ai voulu faire, c'est parce que le marché du coaching aujourd'hui, c'est devenu une grande jungle dans lequel effectivement tout le monde se met coach et pourquoi pas. La question est de savoir qui est au travers de notre perception et de ce que représentent les fédérations réellement un coach. Donc j'ai voulu faire à la fois un collectif qui n'était pas une plateforme ou à la Uber notamment, voilà, ou au Bon Coin où on venait vendre son produit. Ça existe sur le marché. C'est de faire un collectif transversal et à gouvernance partagée. Et cette approche, c'est en fait une forme de grande famille dans laquelle on se retrouve et on va retrouver effectivement la quintessence de la tradition et de l'innovation. Quintessence de pouvoir rapprocher effectivement des personnes qui ont les mêmes valeurs de respect, d'engagement, de plaisir et de résultat, parce que le plaisir est vachement important, si je peux m'autoriser à utiliser ce mot, c'est essentiel, et à la fois de résultats, pour travailler ensemble dans des commissions avec un centre de développement Human Lab OSE qui permet de rapprocher par des commissions internes et de travailler sur les produits. Donc ça, c'est quasiment unique sur le marché, cette approche un peu transversale, à taille humaine, avec 20 coachs, 20-25 coachs référents, et qui sont en plus tous certifiés de fédération, qui ont une très bonne école de coaching. Je ne vais pas forcément les citer, mais vous les connaissez si vous nous écoutez. C'est à la fois des coachs qui sont certifiés de fédération, que ce soit l'ICF, le MCC ou la SFC, et qui sont aussi supervisés, puisque pour la petite histoire, il n'y a que 10% des coachs qui sont supervisés et qui satisfont tous les aspects administratifs, notamment RCP, URSAF et tout ce qui va bien. Donc ça, c'est une assurance que si vous venez effectivement chez le collectif OSE, vous aurez effectivement cette approche-là.
Et partant de là, nous avons une approche premium parce qu'effectivement, tout le parcours tradition et innovation le permet, des coachings traditionnels avec des outils innovants, des approches effectivement à l'intérieur qui permettent d'avoir des profils disques et facteurs de motivation, des fiches ressources associées, plus de 50 fiches, dont c'est une approche Learn and Coach. Learn, où on apprend, puisqu'on s'aperçoit que certains managers, même des managers de managers, voire des directeurs généraux, ont oublié des fois des basiques. Donc, il faut leur redonner effectivement un certain nombre de basiques. Et coach, où on revient dans une posture de coach, non pas de mentoring, non pas de conseil, non pas de psy, non pas de formation, mais de coaching dans lequel la personne, et c'est ce qu'elle demande le plus en général lorsqu'elle vient dans cet espace de temps et de lieu, c'est du recul. Avoir ce recul suffisant pour pouvoir poser une chose et aborder de façon un petit peu différente avec un coach qui vient nous confronter de manière positive, bienveillante, mais positive, sur des choses effectivement sur lesquelles on a des croyances, des certitudes et qui vont nous remettre en question. C'est ça. Learn pour apporter des fiches ressources, que ce soit par exemple sur les styles de management, le management coach, la communication non violente, des choses qui sont assez basiques, hein. Je discutais avec une RH pas plus tard qu'hier qui me disait, bah, nous, notre enjeu, on est start-up, on a 110 personnes, c'est ne serait-ce que enseigner, entre guillemets, nous est former un manager à savoir dire non. Elle me dit, j'ai passé beaucoup de temps à la coacher. Alors, c'est ce temps à elle de coacher. Effectivement, elle a pris à partie, elle lui a expliqué les choses. Et j'étais sidéré lorsqu'il m'a retourné la fiche de l'entretien annuel en disant vraiment que tout allait bien, alors qu'il y avait des points qu'elle ne lui avait pas signalés à la personne en question et qui étaient des points majeurs et qu'elle n'a pas osé noter dans le rapport ou qu'elle n'a pas osé signifier. C'est comment ni paillasson ni hérisson, je me mets en situation pour faire un feedback et comment effectivement la personne le reçoit, mais comment moi je suis à l'aise avec ça. Voilà ce que c'est effectivement que cet accompagnement que l'on fait et notre grosse différence que nous avons sur le marché, notamment par rapport à ces 130 000 coachs qui se disent plus ou moins coachs. Et l'assurance avec nous, c'est effectivement la certitude que le coaching est là, qu'il est fait de manière traditionnelle, innovation, et qu'on a aussi des résultats. Et le côté résultat est excessivement important. Si j'ai encore quelques secondes pour aborder ce point-là, c'est qu'on a on fait ça depuis quasiment 15 ans. J'ai mis en place des retours sur investissement. Tous les clients qui viennent chez nous, tous les objectifs qui sont faits, nous avons une promesse d'engagement qui fait que sur une échelle de 1 à 10, le client gagne 4 points au minimum. Il arrive à 2 ou 3 sur un objectif, par exemple, ça va faire un feedback, valider, co-valider avec le manager. À la fin de cet accompagnement, il a au moins 7 sur 10. Il gagne 4 points au minimum, si ce n'est pas 5 points. Et ça, c'est un vrai retour sur investissement qui font que bon nombre de clients nous suivent depuis 2, 3, 5, 10, 15 ans et reviennent vers nous puisque effectivement le retour sur investissement est là. Et le retour sur investissement, d'après l'étude de PwC, PricewaterhouseCoopers, il est de 400%. Alors, au-delà des théories, des études qui sont faites pratiquement, nous, on le démontre par nos outils internes qui sont attestés par les managers. C'est le manager notamment qui le fait et c'est le responsable du manager, le directeur qui atteste et qui atteste effectivement qu'il y a ce retour. J'entends du coup des coachs, un service premium hein, avec une parfaite mesure des résultats et 4 points de croissance entre le avant et après. C'est performant, très performant. Oui, le Euh, coaching du résultat obligatoirement. On a tendance à dire que le coaching, c'est juste du développement personnel et c'est là où on se trompe un petit peu d'appellation. Le coaching n'est pas du développement personnel. Je reprends la définition de mon ami Alain Cardon, effectivement, que j'ai suivi pendant pratiquement une dizaine d'années, qui est un des maîtres incontestés dans l'approche systémique, qui disait effectivement le coaching, c'est l'art de l'action. Et le client achète du résultat. Le client achète du résultat. Dans le métier que nous faisons, c'est un vrai métier où le client vient acheter du résultat. On n'est pas là pour, bien sûr, on s'appuie sur des outils et des systèmes et des approches, qu'elles soient systémiques, que ce soit des outils style la PNL ou autres, permettant effectivement de développer, mais le client, il achète du résultat. Et nous devons, par rapport au coût que ça peut représenter et au retour sur investissement que l'on a, afficher effectivement une performance de résultat. permet de bien mesurer la valeur ajoutée du coaching pour les clients accompagnés et la mise en action, puisque finalement c'est ça, hein, c'est être en mesure de rendre le client capable d'agir pour lui-même.
Oui, oui, c'est là où il y a parfois une petite différence dans la perception des certains clients qui viennent vers nous, puisque le terme coach ou coaching est banalisé et c'est comme ça. On ne peut pas trop en changer puisqu'il a été déposé à un moment donné, enfin, naturellement, par les Américains, par les Français, c'est un terme anglais. On dit accompagnement en France, mais certains confondent le conseil, le mentoring et le coaching. Et à la fois, c'est trois positions différentes. C'est comme en médecine, quoi. Il y a la médecine, il y a la médecine générale, puis la médecine spécifique. Et dans ces différentes approches, on sent que le coaching n'est pas de donner des conseils. Même si on peut partager effectivement des choses à un moment donné sur notre perception des choses, ce n'est pas effectivement typiquement du conseil. Et c'est cet espace dans lequel on fait réfléchir et par notre confrontation, par les questions que l'on pose, le client va naturellement, parce on présuppose que le client est intelligent, le client sait ce qu'il faut faire. Le client a simplement besoin de prendre ce recul, de euh, s'autoriser à des fois exprimer ses peurs, à exprimer ses doutes, à exprimer tout un certain nombre d'émotions qu'il n'osera pas exprimer dans son environnement professionnel, même familial dans un modèle des fois soit fort où je suis la toute-puissance et je ne veux pas montrer ou soit parfait parce que je n'ose pas m'exposer sur ça, ben, arriver à lui démontrer qu'il a des solutions en lui et qu'il peut le tester. Donc, c'est tout cet apport de cet accompagnement coaching qui s'autorise de séance en séance au fur et à mesure, hein, sur 10 séances, de pouvoir pas à pas, euh, comme on dit, un éléphant, comment est-ce qu'il mange? Il mange bah, une bouchée à la fois, hein. Euh, Pas à pas, monter. Des fois, bah, il se plante, il retombe, il fait du test and learn, et des fois, il réussit en se fixant un objectif, il est là. En partant de là, y aller pas à pas et monter progressivement vers son objectif, qui est factuel, qui est précis et sur lequel il va avancer. Ça paraît parfois un peu magique de dire ça. D'ailleurs, finalement, lui-même va trouver des solutions. Alors, c'est pour ça que des fois, il n'a pas forcément de canne ou de rampe de lancement. On lui en donne une, qui est cette fameuse fiche ressource, qui lui permet d'avoir effectivement le détail, finalement, le résumé d'un livre sur 2 ou 3 pages, qui vont lui permettre d'avancer, et qui lui permet petit à petit après de travailler, puisque l'essentiel, quand je faisais même des formations sur le management ou même sur la vente, puisque j'étais aussi un expert en vente, je passais 30% en technique de vente, 30% de mon temps, c'est tout, et 70% en comportement. Parce que c'est essentiellement les soft skills et le comportement, l'empathie, savoir gagner la confiance avec le client, savoir l'écouter, savoir reformuler et savoir effectivement entendre parfois les objections ou le fait qu'il n'a pas bien compris. C'est ça en fait qui va faire la différence. Créer le climat de confiance et de crédibilité qui fait que le client écoute et entend, et moi j'entends, et que se crée effectivement cette systémie avec lui qui va faire que dans 70% du management, c'est des soft skills. Merci de nous rappeler, Alain Manoukian, l'importance du cadre, en effet, du coaching professionnel avec notamment la déontologie et le cadre éthique qui s'impose à nous en tant que professionnels du coaching. À propos de votre dernière marque, la dernière marque née au sein du collectif, c'est Croissance et Coaching. À qui s'adresse-t-elle précisément? Alors, Croissance Coaching s'adresse quasiment depuis le début, surtout aux ETI, même si on a moins d'ETI qu'en Allemagne et moins d'ETI qu'en Italie, à la fois aux PME et aux ETI. C'est-à-dire que la frange d'entreprise, en gros de 50 personnes à 5000 personnes, qui sont des entreprises qui ont des besoins relativement importants, qui ne sont pas forcément les grands comptes, qui aujourd'hui sont déjà bien alimentés avec le marché des grands acteurs mondiaux que j'ai cités précédemment, mais les ETI qui veulent effectivement, qui ont 2, 3, 5, 10 managers à accompagner durant l'année et qui ne savent pas trop à qui se confier, puisque, imaginons, moi je suis DRH ou je suis RH partenaire, j'ai un besoin à qui je m'adresse. Alors, soit je m'adresse à des coachs plus ou moins individuels, et est-ce qu'ils sont vraiment coachs? Est-ce qu'ils ont vraiment le parcours tel que nous l'entendons, à la fois de bonne formation, à la fois d'être supervisés par des fédérations qui sont reconnues sur le marché, comme les trois que j'ai cités? Est-ce qu'ils sont supervisés? Est-ce que vraiment ils sont à l'intérieur d'un système lui-même? Et il y en a certains, mais
pour moi, par l'expérience que j'ai, puisque j'ai plus de 22 ans sur ce marché et que j'arrive à détecter et à savoir, et on sait un petit peu tout aujourd'hui sur le marché, moi, ce que j'ai voulu faire, effectivement, c'est faire effectivement un groupement. Donc, ça s'adresse à ces boîtes qui se disent, ben, tiens, j'ai un besoin effectivement de faire accompagner mon manager. Ben, tout de suite, je pense à Croissance et Coaching. Et Croissance et Coaching, c'est une référence sur le marché vis-à-vis effectivement de cette approche de coach qui est supervisée. Et ensuite, c'est de les amener effectivement à réfléchir sur le besoin et moi, je peux leur proposer effectivement naturellement sur la même méthodologie d'approche avec des coachs qui ont les mêmes valeurs et la même approche, deux ou trois coachs de manière tout à fait traditionnelle dans lequel on intervient. Donc, c'est surtout le marché des PME, des ETI et bien sûr des startups où en général on adresse surtout les directeurs, les patrons de CEO, voire les managers à prendre la fonction, typiquement Xpolens, qui est une structure qui est une filiale de la BNP Caisse d'Épargne, je pense, et qui effectivement a cette approche-là. Très bien. Du coup, avec cette clientèle cible, j'imagine que les RH sont des acteurs essentiels dans la démarche. Quels sont les enjeux pour toi, Alain Manoukian, aujourd'hui des RH? Alors nous, on réfléchit pas mal en commission et de réflexion sur ces différents apports. Nous ne voulons pas simplement être des personnes qui vont accompagner des managers, mais avoir un système de réflexion. D'ailleurs, on est en train de réfléchir à une forme de leadership RH permettant effectivement d'associer une dizaine, vingtaine de RH pour co-réfléchir ensemble sur ces approches indépendamment de ce que peut faire la l'NDRH ou d'autres organisations qui aussi ont cette approche-là. En fait, on voit quatre ou cinq enjeux. Le premier enjeu, pour moi, c'est un enjeu qui revient souvent depuis un, deux ou trois ans, une forme de marronnier, mais c'est le quiet quitting. Le quiet quitting, c'est le fait que il semblerait, d'après toutes les études et qui sont démontrées par PricewaterhouseCoopers depuis quasiment maintenant 5-6 ans qu'ils font l'enquête, c'est le fait qu'il n'y a que 80, qu'il y a que 7% des personnes qui sont vraiment engagées dans une entreprise. 7% 93% sont désengagés. désengagés à différents niveaux. Donc, ça pose la vraie question du quiet quitting, c'est-à-dire comment je maintiens cet engagement à l'intérieur de mon entreprise. Et là, c'est un rôle managérial essentiellement qui est à regarder, puisque le manager a un rôle important. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu que regarde aussi depuis un an, 2 ans, 3 ans, presque depuis le Covid ou post-Covid, c'est la santé mentale. Il semblerait que bon nombre de collaborateurs soient en burn-out et que j'appellerais aussi la sécurité psychologique. Comment on crée la sécurité psychologique à l'intérieur de la structure et comment le manager en tant que tel se doit de veiller à ça, comment les RH se doivent de veiller à ce point-là. Je n'ai pas tendance à dire que la santé mentale est essentiellement issue du monde professionnel, mais le monde professionnel a sa part, et peut-être par rapport à la pression supplémentaire, et c'est un vrai enjeu qu'il faut savoir adresser au niveau de la responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise. Le troisième enjeu que je vois, c'est, là aussi on en parle très peu en France, c'est les salariés expérimentés, dit différemment les seniors dans l'entreprise. Quand on sait, par exemple, qu'en France, entre 60 et 65 ans, il n'y a que 50% des personnes qui sont encore en activité, versus, j'arrondis, 70% en Europe. Donc, manifestement, il y a une différence de 20 points entre la France et la moyenne européenne, qui est à 70. Pourquoi? Et comment on peut faire pour y remédier? Il est certain qu'à partir de 45 ans en France, alors, suivant l'INSEE, pas l'INSEE, on est considéré comme senior, comme vieux, quoi, en gros, et on ne sert plus à rien, quoi, en gros. Je simplifie. Et tout cela est dénoncé par toutes les organisations. Et à la fois, on sait très bien qu'à 45, 50 ans, on est encore en plein potentiel et on a la capacité de pouvoir effectivement apporter des choses. Encore faut-il que les RH et que le patron, puisque ça passe essentiellement par le haut, en soient conscients et comment on peut les motiver, comment on peut les impliquer et comment aussi on peut impliquer le manager qui, lui, est
Une équipe assure l'intergénérationnel entre les personnes qui ont 25, 30, 35 ans dans l'entreprise et les personnes qui ont 60, 65 ans. Comment il peut assurer cette double approche sur les deux? Le quatrième enjeu pour moi, c'est l'arrivée de l'IA, de l'intelligence artificielle. On l'a vu arriver chez ChatGPT avec l'approche générative qui va transformer manifestement, d'après les statistiques, 60% de nos jobs seront impactés dans les années 2030 notamment. On voit déjà dès cette année des pertes de jobs. Alors, est-ce que c'est à cause de l'IA, de l'économie mondiale? Mais dans tous les cas, c'est vrai. Sans compter qu'il y a l'IA agentique qui arrive, avec ces fameux agents qu'on va faire tourner sur nos PC, et la troisième génération qui est en train de se préparer. Donc, il est clair que ça va avoir des impacts monstrueux sur l'entreprise et sur notre environnement. Et comment les RH voient ça, comment on va former d'abord ces gens à l'IA, et finalement, qu'est-ce qui va devenir la quintessence de notre employabilité? Puisque l'idée, c'est si je suis remplacé demain, et qu'est-ce qui ferait que je ne serai pas remplacé? Et pour moi, qu'est-ce qui ferait que je ne serais pas remplacé par rapport à ça? C'est encore une fois les compétences comportementales. Ce qu'on va regarder surtout, c'est pas la technique, encore une fois. L'IA, ben, dans tous les cas, elle sera là, on va faire avec. C'est les compétences comportementales que l'on saura effectivement adresser. C'est pour ça qu'il faut en plus se développer. Et le cinquième enjeu, pour moi, il est fondamental, puisque on voit que le monde va vite. C'est une palissade de dire ça, c'est presque marronnier. Tout le monde dit plus ou moins la même chose. On le voit, on le constate dans les faits. On est dans un monde d'incertitude. On disait un mode VUCA à l'époque, hein, volatile, incertain, enfin, ou VICA en français, complexe et ambigu. Donc le monde va très vite et le manager doit se renouveler en permanence. C'est plus de management à la papa des années 60-80, ni le management même RC, Blanchard, directif, informatique. Il faut inventer un nouveau style de management. Et pour moi, le manager doit devenir engageant. Et derrière le mot engageant, c'est un mélange à la fois de compréhension de ce que j'appelle moi les 9 dimensions, que vous pourrez aller voir effectivement dans mes écrits, dans mes différents posts LinkedIn, qui sont effectivement absolument indispensables, que ce soit la dimension spirituelle du sens, la dimension émotionnelle, la dimension relationnelle, collaborative, etc. Et pour devenir un manager coach qui laisse l'espace à l'autre de plus en plus pour faire en sorte d'être non pas au-dessus des gens, la grande puissance, mais avec les personnes, comme disait Montesquieu, pour faire en sorte d'être dans le groupe et de créer cette émulation permettant effectivement que les personnes soient engagées pour résoudre les enjeux de quiet. Mais pour ça, waouh, comme on dit, c'est pas évident, c'est dur. Il faut faire un vrai effort sur son ego, sur sa capacité effectivement à se montrer à des moments donnés vulnérables. Et ça présuppose un changement qui n'est pas simplement incrémental de la part du système manager, hein, pas des paramètres, hein, paramétriques, comme on dit, mais transformationnel de son approche. Alors, est-ce qu'on a envie de le faire? Mais pour moi, c'est à ce prix-là que l'entreprise sera demain encore pérenne, évoluera avec sa croissance et sera effectivement performante demain et pourra exister en faisant vivre ses collaborateurs, ses salariés et à la fois l'entreprise elle-même. Merci. J'entends du coup une marque croissance et coaching qui réfléchit vraiment sur les enjeux 2025. Et en quoi le coaching va accompagner justement ces transformations, le développement des soft skills, du manager engageant? Alors, à l'époque, dans les années, vous savez, tu sais, Sylvie, à l'époque, on parlait beaucoup de boîtes comme Segos, Demos, dans les années, tu es jeune et effectivement, tu l'as Oui, pas connu, mais effectivement, Segos, Demos, dans les années 80-2000, c'était eux qui trônaient le marché et on parlait surtout de formation. Et on s'est aperçu, moi, pour avoir fait des formations dès les années 2000, en 2000, 2001, 2002, le coaching quasiment n'existait pas. Et c'est vrai que pour développer mon chiffre d'affaires, ben, je faisais un peu comme tout le monde, formation, mais j'avais en tête toujours ce coaching, puisque d'entrée, j'ai fait un business model sur le coaching. Donc, on parlait de formation. Mais pour moi, la formation, on s'est aperçu que très rapidement, 3 mois après, il n'en restait que 2 ou 3 ou 5% de ce qu'on avait enseigné. Et je ne dis pas que ça ne marche pas, il faut des outils. Mais ce n'est pas parce qu'on a un outil que pour autant, on a la capacité à s'en servir. C'est qu'on n'a pas une peur intrinsèque à s'exposer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour développer une compétence et un comportement, pour développer une compétence et un comportement, hein, je me répète, il faut, certes, la formation, le learn est important, disposer d'un outil est important,
Te faire conseiller, oui, quelqu'un va te dire que moi, quand j'étais effectivement dans mes boîtes des années 80-2000, un collègue me disait tu devrais faire ça et ça, mais c'est pas parce qu'il me conseillait pour autant, pourtant c'était un ami, un collègue, que pour autant j'étais en capacité, c'était comme une formation, quoi. Et même en livre, quand bien même mon livre, c'est pas parce que tu auras lu mon livre qui est derrière là, notamment, le leadership en quête de soi, que pour autant on n'apprend pas à nager au bord d'une piscine. Euh, le mentoring, même si un gars comme toi ou comme moi, j'étais directeur d'opération, et si moi j'accompagne le directeur d'opération, je vais lui partager mon expérience passée, c'est un partage d'expérience, ça va me servir peut-être, mais c'est comme un livre. Donc c'est pour ça que le coaching, lui, c'est cet espace de temps et de lieu permettant effectivement d'entendre tous ces mouvements-là et de permettre à la personne de se révéler, de se libérer complètement. C'est une forme de libération. Et c'est en ce sens où ça paraît un peu magique pour certains patrons qui disent, mais tu n'as jamais été directeur général, comment tu peux m'accompagner? C'est pas possible. Mais c'est pas ça qu'on travaille. C'est pas parce qu'on est dans un secteur d'activité et qu'on connaît éventuellement la métallurgie, la pharmacie ou qu'on connaît éventuellement l'informatique que pour autant. Parce qu'effectivement, on travaille sur des points qui sont la relation, qui sont l'émotion, qui est la posture, qui est l'environnement. Et le coaching, pour moi, c'est une des meilleures façons. C'est pas forcément la seule. Il peut y avoir des formations additionnelles, mais dans la façon dont nous le faisons, comme on le fait en approche Learn and Coach, sur ce concept Learn to Change to Grow, on a effectivement trouvé une forme de Graal, de martingale quelque part, qui permet d'adresser aussi bien certains managers de proximité, je suis ingénieur, je passe manager, ou technicien, je passe responsable d'équipe, pour donner des outils à disposition que des espaces dans lesquels ils vont réfléchir pour leur équipe de manière très pragmatique opérationnelle, puisqu'on n'est pas complètement fleur bleue, hein. On est vraiment très opérationnel dans nos différentes actions qui permettent d'aller vers un résultat opérationnel pas à pas. Donc le coaching, pour moi, c'est tel qu'on le perçoit, nous, au niveau de notre collectif et dont le perçoit les fédérations, puisqu'il y a à peu près que 2000 coachs aujourd'hui qui travaillent à peu près comme nous en France, sur les 130 000 qui se disent. Et encore faut-il savoir si les domaines sont vraiment entièrement formés et supervisés, tels que nous le disons, mais qui ont cette approche pragmatique et opérationnelle. Et le coaching est pour moi une meilleure approche sur les cas d'usage, aussi bien de manager de possibilité. C'est en gros comment je prends mon poste de manager, comment j'étais manager, je passe manager de manager. Et chaque fois qu'on on change de poste, il faut se faire accompagner. D'ailleurs, j'ai une petite histoire à ce sujet. Moi, j'ai partagé des années sur l'informatique, dans les NTIC des années 80 à 2000. J'ai surfé sur la vague Apple, Sun Microsystems, Silicon Graphics, et j'ai rencontré un ancien collègue un jour, dans les années 2005-2010. J'étais déjà installé coach, et je le retrouve vice-président de Bull. Bull, qui est quand même un nom qui a un peu disparu aujourd'hui, mais qui était quand même un grand nom à l'époque. Et je lui ai dit, mais comment tu as fait pour accéder à ce poste? Parce qu'on était quasiment au même niveau. Bon, on était intelligent, brillant, smart, comme on dit. Et il me dit, bah, écoute, c'est simple. Chaque fois que j'ai changé de poste et de job, je me suis fait accompagner. Et je dis, combien de fois? Ben, 6 fois. Chaque fois qu'il a changé, il a pris un coach, mais relativement tôt, puisque ça commençait à se faire connaître en 2000, mais déjà en 95, 2000, il y avait certaines personnes qui avaient entendu parler de ça, qui s'étaient installées. Il avait pris effectivement un coach, parce qu'à l'époque, ça se fait essentiellement pour les personnes qui accédaient à des fonctions de responsabilité. Il a pris un coach et il s'est retrouvé là. Et moi, j'ai eu la chance aussi, l'opportunité d'accompagner une personne qui travaille aujourd'hui, qui a pris la tête d'une société de 100 personnes, que j'accompagne depuis 15 ans. Alors, et c'est pas au long cours, mais chaque fois qu'il change, il vient vers moi. Il a commencé ingénieur commercial, puis responsable d'agence, puis après, il est passé directeur régional. Et puis après, il se trouve qu'il a une petite somme d'argent, il a racheté quelque part d'une société de nouvelles technologies informatiques, et il est devenu associé. Et puis, il a fait un leverage buyout, MBO, et il a racheté la société aux associés qui sont partis à la retraite, et il est aujourd'hui PDG. Voilà. Et je continue à l'accompagner d'une certaine façon, occasionnellement, puisque je suis plus en vision complète de OSE, du collectif Croissance et Coaching. Mais voilà, donc le coaching est vraiment quelque chose de tout à fait, ça paraît un peu magique, extraordinaire, qui permet vraiment de gagner des points sur soi et surtout de sortir du cadre de on est et de donner corps à la phrase de Sartre qui est dire ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on a fait de soi, c'est ce que nous faisons de ce qu'on a fait de soi. Et c'est ça qui est important.
Oui, j'entends une expérience en fait. C'est une transformation expérimentale qui vient chez les clients grâce au coaching. Et c'est peut-être en soi que la transformation se fait. C'est très courageux pour les clients d'accepter et de venir et de revenir se prêter à l'exercice et de se redécouvrir un petit peu plus à chaque fois pour finalement grandir. Le frein essentiel que l'on a, que j'ai constaté depuis ces 23 dernières années, c'est le fait de dire on n'a pas besoin de coach ou le coach, ça veut dire que je ne sais pas manager, je ne suis pas à la hauteur. C'est confrontant pour les RH de proposer effectivement le coaching, même si aujourd'hui, dans les entreprises, ça commence à être connu et le terme effectivement est passé à la mode. C'est plus qu'une mode, c'est un fait. À la fois, c'est vrai qu'il faut accepter le principe de reconnaître quelles sont ses forces et quels sont ses axes d'amélioration et de pouvoir les exposer et de pouvoir effectivement grandir. Et en fait, au même titre qu'on va avoir un médecin, qu'on va avoir un kiné, qu'on va avoir un avocat, qu'on va avoir effectivement, ben, considérons effectivement la partie de soi comme quelque chose effectivement de naturel et qu'on ne naît pas manager, pour revenir au sujet managérial et de patron, on le devient. Et ça s'apprend. Ça s'apprend comme tout. Vous en forgeron, voilà, ça s'apprend. Mais moi, j'ai commencé effectivement dans la partie plus technique de bricolage, en faisant des gros trous comme ça avec ma perceuse. J'avais une perceuse, mais j'avais peur de faire le trou. Du coup, j'ai fait le trou comme ça au début. J'ai bien rigolé, j'aurais dû la prendre la photo la première fois parce que même si la personne, j'avais peur de forer et de percer. Et du coup, au lieu de faire un petit trou, quand on ne sait pas, ben, on fait un gros trou comme ça parce que ça partait dans tous les sens. Voilà. Donc, il faut maîtriser cette approche-là. Et à la fois, on peut travailler aussi bien sur l'individu que sur l'équipe, voire sur l'organisation. Et notre offre permet effectivement ça, puisque J'en arrivais à ma dernière question de savoir exactement en pratique comment ça se passe le coaching chez Croissance et Coaching. Qu'est-ce que vous proposez? alors, on propose, après une étude approfondie avec les RH, notamment qui exprime ses besoins et les enjeux qu'elle a en 2025, nous avons différentes possibilités sur mesure. Dans tous les cas, c'est toujours sur mesure et adapté à la personne. Des parcours, en général, ça va de 4 5 séances à 10 séances, mais c'est en fonction d'eux. À l'intérieur, c'est un certain type de coach qui va adresser certains types de personnes. Là aussi, c'est pas une IA qui va déterminer, parce que je ne crois pas forcément à la puissance de l'IA en tant que telle. On le prend comme une mode aujourd'hui pour essayer de détecter quel est le meilleur coach par rapport à ça. Là, c'est quand même la patte humaine qui, au regard de la perception effectivement que l'on a du client et de la personnalité, et le client qui décide à qui on adresse trois coachs notamment. Donc ça, c'est un processus important en amont. Le client choisit effectivement son coach et au regard de son feed, de son environnement. Nous, on lui met effectivement que des coachs qui sont de très bon niveau et l'assurance de ça. Et le parcours, il peut être soit individuel, carrément, dans lequel on intervient, avec un entretien amont, tripartite, multipartite, un entretien aval, avec des sessions en général d'une heure réparties tous les 15 jours avec notamment du flash coaching, intercession entre 15 jours, de 15 minutes si toutefois la personne est en panique ou en urgence, indépendamment de la séance tous les 15 jours, toutes les 3 semaines qui sont posées. Et après la séance de validation à la fin, et de bouclage notamment, c'est un point à 3 mois où le coach reprend contact avec le client de telle façon de refaire le point, et personnellement aussi, où le commercial en charge d'eux, le responsable, notamment Stéphane, prend contact aussi avec le client de telle façon, RH, pour refaire le point. Donc ça, c'est tout un parcours. Mais on a aussi des offres en co-développement qui sont fort intéressantes, puisque c'est encore plus intéressant sur le plan tarifaire. Et à la fois, c'est un peu plus confrontant, puisqu'on met 4 5 managers et on fait en fait 6 séances, 6 5 managers, permettant de travailler sur soi. Donc c'est un travail un peu circulaire entre soi et le groupe, permettant effectivement de travailler sur soi dans un collectif de pairs ou de non-pairs, parce que ça peut être aussi intéressant de mixer, de même entreprise en général, ou d'autres entreprises, mais en général, nous, on le fait surtout intra-entreprise, permettant de le faire. Ou du coaching d'équipe, où là, on intervient en général en présentiel pour travailler sur un besoin très spécifique, particulier, sur ce qu'on appelle non pas du team building, bon, ça c'était à la mode dans les années 2000, on faisait du saut en hauteur ou de la branche, mais plutôt du team développement qui permet à une équipe de se développer au long cours au travers de différentes sessions
Et ça aussi, il faut savoir le faire, notamment avec des comités de direction, des COMEX, des CODIR, avec le patron associé pour associer, surtout pour moi, du collaboratif pour devenir un manager engageant et un leader engageant qui associe à la fois le côté collaboratif ensemble, les relations sociales, l'émotion, enfin tout ça, ça doit être géré, et l'espace de temps et de lieu permettant à l'équipe de trouver effectivement sa solution, ce qui veut dire un vrai travail aussi qui commence toujours par le haut, on va aller toujours un escalier par le haut, en commençant par le PDG lui-même et le CEO qui est dedans et qui doit nécessairement commencer par un travail individuel chez lui avant de commencer à faire un travail sur l'équipe, puisque souvent c'est le PDG nous demande effectivement qu'on l'aide à changer et c'est lui qui ne change pas. Donc a priori, on est dans un cercle vicieux. Donc un vrai travail sur lui pour aller dans un management sans forcément être libéré, puisque j'ai accompagné pas mal d'entreprises à être libérées, qui est un modèle assez particulier, mais qui fonctionne pour certains mais un management plutôt oblique, engageant, permettant de révéler effectivement les talents à l'intérieur de l'entreprise. D'accord, donc une offre complète avec du coaching individuel de dirigeants et de managers, avec du co-développement et potentiellement du coaching d'équipe. Ma dernière question, ça se passe en présentiel, à distance, comment? Alors, l'essentiel de nos actions se passe. On parlait beaucoup de présentiel dans les années effectivement 80, 2000, 2005, 2010. Et depuis maintenant 2015, nous avons l'expérience parce qu'on a accompagné 13 000 managers en distanciel, avec notamment Mouvoine, on a accompagné quasiment ces managers en visio, puisqu'ils étaient partout dans le monde, avec 500 coachs qui ont été référencés à l'époque. Et c'était essentiellement du distanciel. Et le distanciel, on a commencé par Webex. Alors Skype, moi j'ai commencé même par Skype, par téléphone, dans les années 2010. Après Skype, après Webex. Et après on est Zoom ou Teams ou Meet. Donc aujourd'hui, le distanciel fonctionne bien. Là, on est en distanciel et ça fonctionne très très bien. Et nos approches sont essentiellement à distanciel. Cela dit, nos coachs sont partout en France. Et c'est aussi la particularité de notre, non pas plateforme, mais vraiment encore une fois un collectif partagé où on se réunit une fois par mois, c'est vraiment un travail de fond et humain. Et on sait occasionnellement aussi aller à la rencontre des clients si besoin pour une première séance à proximité de là où il est, si effectivement un coach. À la fois, le distanciel permet de choisir son coach, puisqu'on est à taille humaine, on a 20-25 coachs qui sont partis en France, mais qui ne sont pas encore, on ne veut pas développer une structure à 500 personnes dans un premier temps. Mais c'est tout à fait possible. Je te remercie Alain, je crois qu'on va clôturer ainsi, notre premier épisode de cette chaîne vidéo, en attendant la suite. Merci à toi, Sylvie. Et écoute, bon vent et encore merci de votre écoute et de cette diffusion bientôt sur les différentes chaînes. Merci. Merci. Alors, attends, il faut que j'arrête là. Attends, je vais arrêter l'enregistrement plutôt qu'arrêter la réunion. Et ça, je le couperai.